Il y a des petites filles, elles font du judo et tout, mais par exemple, il y a une dame, quand on lui a dit cours comme une fille, bah en fait, elle a eu la même logique que les garçons. Elle a commencé à faire des manières, comment elle courait, alors que c'est pas du tout comme ça qu'elle court. C'est intéressant ça, effectivement, ce que tu nous dis là dans la vidéo. Est-ce que c'est seulement les garçons qui ont fait des manières? Non, il y a une dame, tu dis, qui a fait des manières. Et est-ce que les petites filles, elles faisaient des manières? Non. Donc, quelle est la question qui, à un moment de la vidéo, se pose? Elle est écrite, la question. À un moment, on se demande ce qui s'est passé. Parce que quand on demande aux petites filles, qu'est-ce que ça veut dire courir comme une fille? Bah, elles courent comme elles ont l'habitude de courir. Genre, normal. On est d'accord? Quand on demande aux garçons, ils font des manières, comme tu dis. Et quand on demande à une plus âgée, à une femme plus âgée, une jeune femme, elle fait comme les garçons. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre la petite fille à qui on dit de courir et qui court, normalement, et la femme à qui on demande de courir comme une fille et qui fait ce que ferait un garçon, pour imiter une fille qui court? Après tellement qu'on lui dise ah ouais on fait comme si, enfin que filles font comme ça, elles font comme si, et bah elle commence à prendre, elle commence à faire ce qui Quand tu dis, c'est intéressant ce que tu es en train de nous dire, même si c'est dur de trouver les mots. Elle a tellement l'habitude qu'on lui dise. C'est qui ce on? Ouais. Ce on, bah, c'est les gens, les garçons, les filles. Enfin, je pense que la fille, elle a couru comme le garçon parce que elle s'est dit que comme avant, on lui disait trop ça. Si elle faisait comme on lui disait, bah, il n'y aurait pas de problème. Et du coup, elle s'est mis ça dans la tête alors que c'est pas du tout ça. Ok. Oui. Moi, je pense que c'est avec le temps qu'ils ont commencé à devenir comme ça, courir comme on leur disait, et aussi pour qu'ils fassent genre, comme si, pour, tu vois, quand les filles, comment ils sont. Et aussi avec le temps, quand les garçons ils disaient ça, des gens ils ont arrêté de faire. Vous voyez de Alors, quoi pas je parle? exactement. Par exemple, quand les gens ils leur disaient arrêtez de courir comme des garçons, et avec le temps, ils ont commencé à se répéter ça dans leur tête, et ils ont Est-ce que commencé c'est à arrêter. seulement le temps? Tu nous dis, les gens leur disaient arrêtez de courir comme des garçons. Effectivement, moi, ce que tu dis me fait penser à ce qu'on dit souvent aux petites filles. Quand on est une petite fille, il faut être sage, il faut bien se tenir, il faut... Et souvent, on dit aux garçons, ah mais c'est des garçons, ils s'amusent, ils s'agitent. Ça vous parle ça ou pas? Vous avez déjà entendu ça? Ok. Donc, c'est pas seulement le temps. C'est quoi? Quand les gens disent ah non mais une fille ça doit se comporter comme ça, un garçon ça doit se comporter comme ça. Qu'est-ce que c'est? Tu crois que c'est une question de caractère? Donc il y aurait en fait une différence de caractère entre les filles et les garçons. Mais c'est sexiste. Est-ce que d'après vous, il y a une différence de caractère dès qu'un bébé naît, dès qu'il arrive au monde? Est-ce qu'on peut dire il y a une différence de caractère si c'est une fille ou si c'est un garçon? Oui. Non. Bah non, on peut pas ça. Alors, on va faire un petit sondage. Qui dit oui? Moi j'ai dit oui. Mais n'hésitez pas, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse ici. Hein. Donc il n'y a pas une bonne réponse et une mauvaise réponse. Alors, qui dit non? Ok, on est sur une très large majorité. Et tu dis oui. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer pourquoi tu dis oui? Par exemple, quand t'es un garçon, ce sera plus... par exemple, moi, par exemple, quand c'est ma mamie, elle vient, elle va me dire... par exemple, ma soeur, elle dit, pourquoi c'est moi qui dois faire la cuisine et pas lui? Après, ma mamie, elle vient, elle dit, de toute façon, c'est comme ça. Parce que ma mamie, elle, quand elle vivait en Afrique, elle disait c'était elle qui devait faire ça. C'était les filles qui devaient faire ça. Ok.
ok. Encore ces 2 interventions et puis ensuite, moi, je vous poserai à nouveau une question. Moi, je dis non, parce que quand tu es une fille, bah, tu peux faire du foot, tu peux faire du judo, tu peux faire tous les trucs que les garçons ils font. Et c'est pas parce que tu es une fille que tu es obligée de faire la cuisine. Et il y a des garçons qui sont chefs, comme Cyril Lignac, c'est un garçon mais il fait la cuisine. Ça veut pas dire que c'est un garçon qui doit faire que du foot et tout et tout. Ok. Mais que aussi, dans le temps, les filles, elles devaient se comporter bien, elles devaient pas non plus, elles devaient pas faire un pas de travers parce que sinon, on la remettait toujours à sa place et du coup, ça a pris cette habitude. Ok, merci. Alors, ce qu'on a vu là, vous l'avez très vite déterminé les uns et les autres. Ça parle de ce qu'on fait ou on ne fait pas quand on est une fille ou un garçon. Ça parle aussi de ce qu'on pense qu'on devrait faire ou pas parce qu'on est une fille ou un garçon. Et ça parle surtout de ce que, généralement, globalement, tu parlais de ta grand-mère qui disait « c'est comme ça », on a établi comme étant des caractéristiques du fait d'être une fille ou un garçon. Non mais pourquoi les gens ils ont commencé à donner des préjugés sur les filles? C'est une bonne question. Pourquoi? Le fait est qu'ils en ont, parce que ces préjugés, alors ils existent de moins en moins parce qu'on évolue, mais ils existent encore. Je vais te reposer la question. Pourquoi tu penses qu'ils ont ces préjugés? C'était qu'au début il y a eu des actions qui ont fait que on a donné cette image aux femmes. Oui. Tu as une idée d'où ça vient exactement? Ah non, ça je sais pas, mais non. je pense. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée ou a quelque chose à dire suite à la vidéo? Oui. Ça va peut-être paraître un peu méchant envers les hommes, mais ça a commencé à partir du moment que les hommes ils avaient un besoin, je pense, essentiel de se sentir supérieurs aux autres, aux femmes. Et du coup, ils ont commencé à cacher, par exemple, les inventions que les femmes ont créées en prenant leur invention, à les mettre dans des codes, c'est-à-dire la femme, elle doit ressembler à ça, elle doit toujours être belle, toujours être sexy, si je peux permettre ce terme, dans tous les thèmes, en faisant le ménage, en faisant à manger, etc. Et du coup, c'est rentré et ça a fait que depuis toujours, même si on essaye de s'éloigner de ces préjugés, ça reste quand même malgré tout ce qu'on aura beau faire. Tu as réussi à résumer en quelques secondes, bravo, énormément d'éléments de réponse. Alors effectivement, un point de départ important dans ce que tu as dit, c'est tout ça, ça ne tombe pas du ciel. On s'est pas réveillé un matin en se disant les filles c'est comme ci, les garçons c'est comme ça. Ça a une très longue histoire et une histoire qui ne se maintient pas forcément à l'identique, mais il y a ce qu'on peut appeler des résidus. Il y a des restes de ce que les choses étaient à une certaine époque. Vous savez peut-être que les droits, par exemple, que les femmes ont aujourd'hui, elles les ont pas toujours eus. Certains d'entre eux sont même assez récents. Certains ne datent que du siècle dernier, ce qui à l'échelle de l'histoire est quand même très récent. Vous avez par exemple une idée de ça? Est-ce que vous avez des exemples de droits dont les femmes ne disposaient pas? Oui, au siècle dernier. Le siècle dernier? Le droit de vote? Le droit de vote, oui. C'est les années 40, oui. Okay. Donc, est-ce que vous en avez d'autres? Non, c'est bon. Non. Le droit de porter des pantalons, des jeans, Oui. qui a été aboli très récemment. Oui. C'est ce qui est aberrant. Mais ça, c'est un très bon exemple parce qu'en fait, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que c'est un exemple d'une situation où le droit était en retard sur la réalité. On a aboli le droit qui était donc une loi qui était présente dans le Code civil parce qu'on l'avait oublié, parce que ça paraissait tellement archaïque, tellement vieux, tellement dépassé qu'on avait oublié que c'était là. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a dit excusez-moi, mais en fait, techniquement, dans la loi, il y a encore ça. Et on l'a supprimé, mais les femmes, ça faisait déjà des décennies qu'elles portaient des pantalons. Oui. Comme en Arabie Saoudite, les femmes elles étaient interdites de conduire et de sortir sans homme, sans accompagner des hommes, non? Le droit de sortir sans homme, de sortir seul dans la rue, le droit de conduire, autre chose, oui. Le droit de travail, qu'elles aient leur propre salaire. Oui, le droit de travailler, le droit d'avoir un compte en banque aussi sur le fait de ne pas avoir forcément son propre salaire. Ça rejoint aussi ce que disait... ton prénom s'il te plaît. Raphaël, ce que disait Raphaël sur l'idée que les femmes c'est à la maison.
Pendant très longtemps, les femmes, elles étaient par défaut femmes au foyer. Leur rôle, c'était à la maison, élever les enfants, faire la cuisine, faire le ménage. Et puis l'homme, c'est celui qui était à l'extérieur et qui ramenait l'argent à la maison. Et donc, il y avait une relation de dépendance entre les deux, puisqu'elle dépendait de l'argent gagné par le mari pour pouvoir vivre sa vie. Donc, c'est un bon exemple, oui. Il y en a d'autres là-bas ? Le droit de conduite dans certains pays. Oui, alors ça, le droit de conduire, on l'a évoqué pour la France à une certaine époque, mais c'est vrai aussi qu'il faut rappeler que dans certains pays, c'est encore le cas. C'est pas acquis pour les femmes, elles peuvent pas forcément conduire. En tout cas, pas sans l'autorisation de leur mari. D'autres exemples en tête ? Oui, un peu. Vous avez combien de temps ? Il y en a énormément. Il y a énormément d'exemples. Les droits des femmes, si vous voulez. On pense souvent qu'en 1789, on a eu la Déclaration des droits de l'homme, que c'était l'homme avec un grand H, que ça voulait dire l'être humain. En réalité, il y a une femme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu son nom, Olympe de Gouges, qui était une révolutionnaire, peut-être qu'on la verra, peut-être qu'on verra ce qu'elle a dit, ses discours, qui, elle, a dit, et pourquoi pas une déclaration des droits des femmes. On pouvait dire, mais c'est déjà les droits humains, les droits de l'homme, ça veut dire les droits humains. Mais qu'est-ce qu'elle a compris quand elle a dit, pourquoi pas une déclaration des droits des femmes ? C'est parce que déjà, elle avait compris, oui. La présidentielle et tout. Présidentielle ? Non, mais pour les femmes, ils se présentent et tout. Ah oui, alors ça, c'est un des aspects. Effectivement, mais elle, ce qu'elle avait compris, c'est que quand on a déclaré les droits de l'homme, en réalité, ça n'allait pas s'appliquer aux femmes. Tous les droits, ou énormément des droits qui avaient été reconnus aux hommes à ce moment-là dans cette déclaration, en réalité, ne s'appliquaient pas aux femmes. Les femmes n'avaient pas les mêmes droits. Donc ça voulait dire que ce n'était pas vraiment les droits de l'homme avec un grand H, c'était plutôt les droits de l'homme avec un petit H. Et il a fallu depuis des siècles pour que, petit à petit, à force de combats, à force de manifestations, à force de luttes parfois violentes, parce que ça allait jusque-là quand c'était nécessaire, les femmes, avec l'aide des hommes, il faut le dire, vous avez peut-être déjà travaillé sur la question du droit à l'IVG. En ce moment, on parle beaucoup de Simone Veil, on aura peut-être l'occasion de la revoir. Simone Veil, il y a un film documentaire plutôt, qui est sorti il n'y a pas longtemps à ce sujet. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il met vraiment ça en évidence, cette idée que le rôle des femmes dans ces combats-là, dans les combats des féministes, sont très importants. Mais le vote de cette loi, comme le vote de plein d'autres lois, il n'aurait pas été possible sans que les hommes comprennent en fait cette injustice et luttent pour qu'elle disparaisse. Si vous voulez parler au présent, peut-être plus proche de nous, vous avez probablement vu ce qui se passe en Iran. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de femmes dans la rue, mais est-ce qu'il n'y a que des femmes dans la rue pour lutter justement contre un régime qui ne les traite pas comme des citoyens à part égale avec les hommes ? Il n'y a que des femmes dans la rue en ce moment en Iran ? Il y a des enfants, mais il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Il y a énormément d'hommes qui ne luttent pas pour leurs propres droits, parce que eux, les droits fondamentaux que réclament les femmes, en fait, la loi leur reconnaît déjà. Ils luttent pour l'égalité, parce qu'ils comprennent qu'une société où il n'y a pas d'égalité, c'est une société qui est amputée de la moitié de son humanité, en fait, qui ne peut pas fonctionner correctement. Courir comme une fille, parler comme une blanche. Qui n'a jamais entendu ce genre de phrase qui paraît dans l'absolu, sans conséquence, mais qui a néanmoins un fléau dévastateur? Qu'en pensez-vous? Que faut-il faire? Il faut agir. Donc l'initiative de la Cité scolaire François Villon a été de sensibiliser ses élèves pour combattre toutes ces discriminations et ces stéréotypes, pour que le monde de demain soit meilleur. En tant que journaliste, nous avons été curieux de suivre le parcours et l'évolution des individus. Ce qui particulier nous rend heureux que chacun puisse évoluer et changer le monde de demain. Sous le tutorat du groupe éducatif de Villon, les élèves ont eu la chance de participer aux premiers ateliers philosophiques de leur vie, pour exprimer et détruire tous les stéréotypes ancrés depuis le jeune âge. Avec la participation de Madame Malaiso et Madame Vigneault, les élèves ont étudié beaucoup d'histoires. Grâce à des personnages importants comme Michelle Obama, Simone de Beauvoir, Simone Veil, Martin Luther King, les élèves ont pu prendre un recul sur eux et surtout ce qui a été inculpé pendant l'enfance. Durant le processus de cet atelier, nous, journalistes qui les avons suivis, avons pu voir l'évolution des élèves. Et tout ce projet et ces efforts vont mener à un but, une restitution de tous les travaux et de toutes les connaissances et les acquis qu'ils ont pu avoir durant ce programme. Une restitution pour les féliciter de tous les travaux accomplis.
Mademoiselle, est-ce que tu peux nous dire quel sujet a été tiré? Le regard des autres change-t-il notre façon d'être? Le regard des autres change-t-il notre façon d'être? Alors, je vais rappeler les deux autres. Ça rejoint cette question-là, le regard des autres change-t-il notre façon d'être, rejoint aussi la question de la norme sociale sur laquelle les élèves ont aussi travaillé. On a beaucoup travaillé sur ces histoires de regard des autres, de normes sociales, puisque notre sujet de base des ateliers, c'était les préjugés. Donc je vais demander à Nour de revenir aussi pour participer à ce dernier débat. S'il te plaît, Nour. Donc, redis-moi. Le regard des autres change-t-il notre façon d'être? Qui démarre sur ce sujet-là? Alors, pour moi, oui, parce qu'on peut changer de comportement ou d'avis pour entrer dans un groupe, pour se faire accepter. Donc, en fait, on va toujours, se focaliser sur le regard des autres. On va se dire que si on porte ça, il va trouver que c'est moche, il va voir que c'est trop flashy, que les couleurs ne vont pas ensemble, des trucs comme ça. Moi, je dis que le regard des autres, on fait comme on veut, parce que en écoutant le regard des autres, on ne peut pas s'aimer nous-mêmes, on peut pas... Enfin, avant d'aimer les autres, on doit s'aimer nous-mêmes. Du coup, tout à l'heure, Hélène, elle a parlé que ça veut dire qu'en fait, dans tous les cas, on restera dans l'hypothétique et que de toute manière, les gens auront toujours des trucs à dire, donc vraiment, autant mettre leur avis de côté juste parce que tu as envie de faire, tant que tu ne manques pas de respect, quoi. Mais tant de toi que ça ne dérange personne, en soi, il pourra toujours affecter ta personnalité, mais il n'est pas censé pouvoir le faire parce que tu es censé avoir conscience de quitter, en fait. Et aussi, tu vas faire des fois des trucs que tu ne veux pas faire, comme harceler des gens juste pour faire partie d'un groupe. Comme Machine a dit, ça peut provoquer du harcèlement scolaire. Il y a un groupe qui a parlé sur l'homophobie. En fait, de comme on est, ça peut déplaire les gens et ça y est. De toute façon, comme a dit Omar, les gens auront toujours quelque chose à dire. La meilleure chose à faire, c'est de les ignorer, même si cela peut des fois être très dur par rapport à l'effet de groupe. Il y a quelque chose de similaire aussi par rapport au regard des autres. C'est la norme sociale. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la norme sociale, ça va être l'ensemble des règles, de conduite au sein d'un groupe social. Et ça peut être formel, ça veut dire que ça peut être écrit dans les lois, ou ça peut être informel, ça veut dire que des gens qui pensent, exemple, qu'on ne peut pas venir en débardeur dans un collège, c'est ça veut dire informel, mais c'est pas écrit dans les lois. Personnellement, je trouve que la norme sociale et le regard des autres, c'est un rapport, parce que la norme sociale, en fait, il y a des gens, on te demande de faire ci, de faire ça, alors que personnellement, je considère que si c'est informel, bien évidemment, on n'est pas obligé de se conformer à cela, et on n'est pas obligé d'écouter ce que les autres nous a à dire, parce que nous, on fait ce qu'on veut dans la vie. Si on a envie de faire ça, on va le faire, et on a besoin de l'avis de personne. Peut-être que parfois, il y a des gens qui veulent donner leur avis sur quelque chose, mais personnellement, je trouve que si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire, et si j'ai quelque chose à faire, je vais le faire, et si je veux habiller un truc, je vais le faire également. Merci, Nour. Merci beaucoup. Alors, je vous invite les uns et les autres, quand même, un tout petit peu à repenser à ce qu'on a dit sur la liberté. Tout ce
que tu as dit est vrai à partir du moment où ça ne gêne pas l'autre, où ça ne fait pas souffrir l'autre. On est d'accord, hein? Julie Gaël. Mais en fait, c'est comme la plupart des gens, ils verront toujours ce qui ne te va pas et ils diront moins ce qui te va bien. Donc par exemple, imaginons j'ai des vêtements qui ne vont pas. Un jour, les gens vont me dire ah ouais tes vêtements ils ne vont pas. Et des fois ils vont moins te dire que quand tes vêtements ils te vont. Du coup, comme Laure l'a dit, en fait la norme sociale c'est juste une généralité, une généralité qui a été, qui entre guillemets on est obligé de suivre, mais en vrai, on n'est pas obligé de les suivre. Enfin, je sais pas, je fais ce que je veux et c'est pas un tel ou un tel qui va décider que j'ai pas à faire ce que j'ai envie de faire. Bon, tant que ça ne gêne pas, son avis n'a pas à donner et j'ai juste à rester moi, sans que ça gêne personne, sans qu'ils soient obligés de s'en mêler, qu'ils se sentent concernés par la vie de quelqu'un d'autre, qu'ils apprennent à s'en mêler de la sienne. Et je sais pas moi, si leur vie elle est pourrie, c'est leur problème, ils ont pas à s'occuper de la nôtre. Donc la conclusion c'est si tu peux éviter, tu évites. De s'en foutre des regards des autres et de s'aimer comme on est parce que chaque personne a sa personnalité et chaque personne est une personne formidable. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous expliquer ce qu'est le patriarcat, ce qu'il représente dans notre société actuelle et ses défaillances. Tout d'abord, le patriarcat, selon le Larousse, est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux ou détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. Pour illustrer et vous aider à comprendre un régime patriarcal, nous allons nous appuyer sur Les Impatientes, un livre de Djaïli Amadou Amal. Djaïli Amadou Amal est une écrivaine, militante, féministe camerounaise, peul et musulmane. Mariée à 17 ans, elle a connu tout ce qui fait la difficulté de la vie des femmes au Sahel, bande formée de plusieurs pays africains, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Mauritanie, Niger, marquant la transition qui sépare le nord du désert du Sahara et le sud de la zone subsaharienne. L'autrice s'impose parmi les valeurs sûres de la littérature africaine en tant que la voix des sans-voix. Les Impatientes est un roman inspiré de la propre vie de l'auteur. En effet, Djaïli Amadou Amal a subi un mariage forcé à un âge précoce avec un époux bien plus âgé qu'elle et qu'elle ne connaissait pas. Elle s'est ensuite remariée à un homme polygame et violent. Elle décrit cette période en ces termes. « Toi, tu crèves lentement, battu, violé, humilié, car ton mari a tous les droits. J'ai enchaîné les maladies, spasmophilie, hypertension, diabète. Une boule perpétuelle au fond de la gorge. Personne ne pouvait me comprendre. Selon elle, c'est la culture, la lecture et l'écriture qui m'ont permis de s'en sortir. Elle voit ses œuvres comme des armes dans la lutte contre la polygamie, les mariages forcés et les violences conjugales. Elle explique ainsi avoir écrit en pensant à ses filles. Il fallait que j'incarne une voix suffisamment forte et influente pour pouvoir, le jour venu, m'opposer à leur mariage précoce et les arracher à ce système néfaste. Dans ce roman, nous suivons le récit du point de vue interne de 3 femmes africaines qui entendent dès leur naissance qu'il faut qu'elles soient patientes pour remplir comme il se doit le rôle de femme qui est réservé depuis le rôle d'épouse comme... leur rôle d'épouse... Pardon. Remplir comme il se doit leur rôle d'épouse qui leur est réservé. Il s'agit de Ramla, une fille, une adolescente talentueuse, bien éduquée et belle, qui rêve de devenir pharmacienne et d'épouser l'homme qu'elle aime. De sa demi-sœur hindoue, forcée, obligée de marier son cousin raté, violent et alcoolique. De Safira, blessée au profond d'elle-même à la suite de l'arrivée d'une seconde épouse après 20 ans de vie monogame et heureuse. Chacune de ces femmes, à sa manière, se rebelle contre le maître mot auquel leur résistance se résume. Miliane,
qui veut dire patience en polonais. Pourquoi devrez-vous lire ce livre? Tout d'abord, car ce livre aborde des sujets importants tels que le droit des femmes, l'éducation, le mariage forcé et la culture patriarcale. Ensuite, pour comprendre les enjeux auxquels les femmes font face dans certaines parties du monde, en plus de cela, la prose poétique et belle de Djali Amadou Amal rend la lecture agréable et captivante. Les personnages sont bien développés et leurs histoires sont émouvantes et inspirantes. Enfin, le roman nous donne des accès aux pensées et points de vue des femmes. Personne ne parle à leur place. Merci beaucoup.